Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomorrow Food. Aujourd'hui, on reçoit la chef propriétaire fondatrice de Pouliche. Elle a travaillé entre autres avec les chefs Ducasse, Piège, Aleno ou encore Fréchon. Et elle est avec nous sur le plateau aujourd'hui. Générique. Bonjour Amandine. Salut. Comment ça va ? Ça va super. Ravi de t'avoir avec nous sur le plateau de Tomorrow Food aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. À la fraîche dans la matinée, tranquille. Ça y est, il fait froid. Amandine, si tu veux bien, on va attaquer directement un peu sur ton parcours, que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre et à ouvrir ce magnifique restaurant qui est Pouliche. On va revenir sur quelques dates et puis surtout, ça va te permettre de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Il me semble qu'il y a une date qui est importante pour toi, qui est le 12 juillet 1998. Pour moi, c'est la date où la France gagne sa première Coupe du Monde de foot. Pour toi, c'est quoi ? C'est le jour en fait où j'ai mis pour la première fois une veste de cuisine. Et moi, c'était pas du tout mon univers. Hein. J'ai grandi dans un univers hyper scientifique avec autour de moi que des profs et des enseignants-chercheurs. Et j'avais l'impression d'être déguisée en fait. Je me souviens que la première fois où j'ai enfilé une veste, tu vois, t'es là, tu la mets, tu te dis putain, mais attends, ça tombe pas bien. Tu sais pas comment mettre les boutons. T'as l'impression de débarquer dans un truc qui est pas très réel, quoi. Et je me souviens donc cette fin de journée qui est quand même assez éprouvante, tu vois, quand tu commences un nouveau taf, t'as pas dormi la veille, t'es hyper stressé et tout ça. Et je pars du resto qui était à côté des Champs-Élysées en plus. Oh la vache. Ouais. Et là, donc moi, rincée, épuisée, tu vois, je devais déjà avoir les mains à moitié brûlées et tout ça. Et puis là, je croise la bande d'hystériques sur les Champs-Élysées en train d'hurler. Et là, tu dis, ah oui, il y a quand même un sacré décalage dans la journée que je suis en train de vivre. Et en fait, tu te rends compte que ça sera ça toute ta vie, quoi. Et c'est vrai que tu soulignes un point extrêmement important. Un cuisinier vit complètement en décalage avec le reste de la population, pour le coup. Ouais, complètement. Ouais. On est un peu dans nos bulles et je pense que ça, c'est pas toujours très sain, quoi. Mais effectivement, on est souvent en décalage. Et là, tu commences ton parcours de cuisine. Comment ça se passe ? Ouais. T'enchaînes différentes maisons, tu pars à l'étranger. Raconte-nous un petit peu. Ouais, moi j'ai toujours, je suis assez curieuse de nature et je voulais voir plein de choses. Je voulais voir plein de façons de cuisiner, plein d'univers, plein de sensibilités. Et c'est pour ça que j'ai pas mal changé. Je suis pas restée dans une galaxie, dans une famille de chefs, tu vois. Donc j'ai commencé dans une petite maison, la maison de l'Aubrac. Bon, ça c'était mon apprentissage avec la Coupe du Monde de foot. Ensuite je suis partie chez Prunier. Donc Victor Hugo à l'époque il y avait une étoile Michelin. J'ai été embarquée sur un gros concours de cuisine qui s'appelle le Bocuse d'Or, donc j'étais commis et qu'on a gagné en 2001. Ensuite le Plaza avec l'époque Ducasse et Piège. Après, j'ai fait une petite virée par Londres, au Ritz, où je suis restée 6 mois, une saison d'été. Je suis revenue, je suis partie au Bristol avec Fréchon. Ensuite, le Meurice avec Yannick Aleno. Ensuite, le Crillon avec avec Christopher, qui venait de reprendre derrière Jean-François Piège. Voilà. Et ensuite, je suis partie au Raphaël là pour le coup comme chef. Il y a eu l'histoire Masterchef. Ensuite, j'ai été chassée par Londres, le Rosewood. Donc j'ai fait 3 ans là-bas. Et puis au bout de 3 ans, j'ai fait bon allez, je me casse. Je savais pas trop encore ce que je voulais faire. J'ai pris une bonne année, tu vois, pour voyager, prendre du temps, faire les choses que j'avais pas pu faire en fait. Et puis après l'ouverture de Pouliche. Ouais, parce que là, tu nous annonces quand même un beau parcours, des belles maisons et un rythme qui avait l'air quand même relativement soutenu. L'objectif, c'était quoi ? C'était de parfaire d'améliorer ton savoir-faire, de voir différents types de cuisine. Qu'est-ce qui a fait que tu t'as bougé pas mal chez tous ces chefs ? Ouais, c'était l'envie d'apprendre en fait. Assez rapidement, tu vois, avec le Bocuse d'Or, ça m'a donné envie d'aller dans cette voie et de continuer. En fait, mon idée de départ, quand j'ai commencé la restauration, c'était d'ouvrir un petit salon de thé là où j'ai grandi, donc en Vallée-Chevreuse. Tu vois, faire une histoire de faire 3 quiches, 3 salades, tu vois, un gros canapé. C'est exactement ce que tu fais aujourd'hui en plus pour le coup. Voilà. Tu rigoles, mais je trouve que finalement je suis assez revenue à ce que j'avais envie au départ. Et puis en fait, donc le Bocuse d'Or a changé cette perspective en fait, parce que ça m'a fait entrevoir. Déjà, ça m'a donné un peu confiance en moi, si tu veux, ça m'a laissé
dire que finalement, je faisais pas forcément des mauvais choix. Et l'envie d'apprendre, en fait. Tu sais, c'est un peu con, mais c'est comme, tu as l'impression d'être en bas d'une échelle et tu dis, OK, bah, tu fais quoi ? Bah, tu as le barreau dessus, quoi. Tu réfléchis pas. Et c'est un peu ce que j'ai fait jusqu'à me retrouver au Rosewood, où finalement, quand tu te retrouves exec d'un hôtel comme ça, où tu as 300 chambres, 5 points de restauration, où, tu vois, on avait un chiffre d'affaires en restauration qui était entre 1 million et 1,5 million par mois. Donc, c'était énorme. Et c'était si peu. Et donc en fait quand tu te retrouves là, moi je me suis dit ok, je suis arrivée au bout de ce que j'avais, au bout de ma logique et de ce que j'avais envie ce que je pouvais faire dans ce rythme là. Et je me suis dit ok, j'ai plus envie de ça en fait. J'ai envie de tourner une page, de faire autre chose, de revenir à quelque chose d'un peu plus léger, avec plus de spontanéité, avec plus d'humain, tu vois, moins de réunionites et puis plus de grattage de girolles en train de se raconter le film de la veille, tu vois. C'était ça dont j'avais envie quand j'ai ouvert le resto. Donc, retour à Paris, en tout cas, tu migres de Londres à Paris, tu prends cette année pour voyager, prendre du temps, et c'est là que naît, en tout cas, le projet d'ouvrir ton propre établissement. Ouais, c'est là où est né déjà le constat de me dire que je ne pouvais plus travailler pour quelqu'un, donc il fallait que je m'installe. La réflexion autour de... Moi, autant tu me prends pas dans une cuisine, autant j'ai un vrai problème avec la paperasse, tu vois. Je le sais, hein, c'est vraiment débile, quoi. Pour te dire, en fait, j'ai payé mes impôts en France pendant 2 ans parce que j'étais incapable de faire une putain de signature sur un bout de papier quand j'étais en Angleterre. Mais des trucs idiots, quoi. Des trucs idiots. Donc, je savais qu'il fallait que je trouve aussi des personnes pour faire ça, parce que sinon, je pense que j'allais me noyer dedans. Et puis poser les fondamentaux de ce que j'avais envie pour ce nouveau restaurant. Donc ça a pris un petit peu de temps. Et j'avais pas envie d'ouvrir un projet bancal aussi. Ouais. Donc il y a eu l'association avec PJ et Greg de Chantios, donc Calios, qui s'est faite assez naturellement autour de déjeuners plus ou moins arrosés, n'est-ce pas ? Et puis après de poser l'identité de base, tu vois, de ce qu'on voulait faire, le positionnement financier, etc. Et ouverture le 21 octobre 2019. Donc là, assez particulier. Avant qu'on commence à parler des trucs un peu négatifs, essayons de parler du positif. Tu ouvres du coup en octobre 2019. L'ouverture, comment ça se passe ? Ouverture super, bon évidemment à l'arrache, hein, parce qu'au final là, une ouverture qui ne se passe pas à l'arrache, ça n'existe pas, ce n'est pas une ouverture. Mais non, c'était cool. Écoute, c'était bon après, j'ai tendance à voir toujours les choses qui vont pas, donc il y avait plein de choses perfectibles, on va dire, mais sur les bases de fonctionnement, c'était là, quoi. Et du coup, écoute, ça a plutôt bien fonctionné. On a fait une belle ouverture, on a mis un peu de trésor de côté, ce qui nous permet en fait aujourd'hui d'être pas complètement en panique face à ces confinements successifs, quoi. Parce que la particularité, on peut quand même le dire, c'est que du coup, tu as eu à peine... si on va jusqu'au premier confinement, tu as eu à peine 5 mois d'exploitation. Novembre, décembre, janvier, février, un bout de mars, 4 mois et demi, quoi. 4 mois et demi. Et puis, en plus, c'était pas les mois les plus faciles parce qu'on avait eu... il y avait la fin des Gilets jaunes. Même si on n'est pas sur un itinéraire qui leur est favori. Après, t'es pas loin de la on n'est pas loin de la REP. Des grands boulevards. Ouais, mais on n'est pas directement sur l'axe. Donc, on n'est pas archi touché. Ce qui nous a fait le plus de mal, en fait, c'était les grèves SNCF. Parce que là, c'était compliqué même pour mon staff, en fait, pour venir. Donc, on avait organisé... On a un bureau... au 2e étage du resto, où du coup c'était transformé en camp, tu vois. Il y avait tout le monde venait squatter, mais moi je leur avais dit, écoutez les filles, qu'est-ce que vous allez rentrer chez vous à minuit et demi, c'est pas possible. Enfin déjà il n'y a pas de train, en voiture tu sais ce que c'est la galère de se garer. En plus surtout dans ce quartier-là, quoi. Surtout dans ce quartier, j'ai habité rue de l'Échiquier, je connais le quartier. Une misère. Donc après vous faites ce que vous voulez, je vous force pas, vous faites comme vous voulez, vous organisez comme vous voulez, il y a pas de souci. Mais si vous voulez, vous prenez vos affaires et vous squattez là autant de temps que vous voulez, quoi. Et ça avait fini, c'était un peu la colonie de vacances, tout le monde squattait, t'avais des brosses à dents dans tous les coins. Et c'est génial. Et c'était plutôt cool. Et en même temps, moi, ça me fait plaisir parce que
tu vois, c'est vraiment ce dont j'avais envie quand j'ai imaginé Pouliche, quand j'ai imaginé la façon dont on allait travailler ensemble, c'était ça que j'avais envie. J'avais envie que ce soit, tu vois, des rapports humains avant tout, quoi. Mais donc, du coup, Pouliche, c'est quoi? Pouliche, c'est dans les baselines que j'avais au début, c'était cuisine joyeuse, tu vois. C'est ça, c'est pas prétendre à faire la meilleure cuisine de la Terre ou un truc hyper technique. Moi, ça m'intéresse pas. Et je pense que moi, en tant que cliente, en fait, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai imaginé ce resto avec moi, mes envies de cliente. Ça peut paraître un peu auto-centré, mais en fait, ça permet d'avoir une réflexion qui est assez à 360 degrés sur ce que tu as envie de faire. Et donc, il y a très peu de choix, en fait. C'est-à-dire que tu arrives, tu mets les pieds sous la table, on te fait juste choisir ton plat principal, donc un poisson, une viande ou un végétal. Et après, tout le reste vient comme ça devant toi. Donc, tu peux... en fait, personne ne te coupe la conversation, tu vois, sur un... Attendez, excusez-moi, mais vous avez pris quoi en entrée ou quoi que ce soit. C'est vraiment très fluide. Et puis, voilà, on est végétarien complètement tous les mercredis. Le dimanche, c'est un peu le plat des familles, des potes, tu vois, qu'on met sur la table et qui est easy, quoi. C'est ça, j'avais envie d'un endroit facile, joyeux. A priori, c'est plutôt une réussite. En tout cas, dans les premiers mois d'ouverture, il y a eu quand même du monde... Enfin, il y a eu un engouement, une belle visibilité, des belles retombées presse. Enfin, on peut le dire, une belle ouverture, en tout cas. Sauf le Figaro qui nous a défoncé. Sympa. Petite dédicace au Emmanuel Figaro. Urbain, merci. Bon, mis à part nos amis du Figaro... Non, mais en plus, il est tombé sur un jour, c'était une cata. Enfin, j'avais un mec, un sous-chef qui démarrait, c'était genre son premier jour, il m'avait filé la grosse merde. Et en même temps, le mec, c'est son premier jour. Si tu l'allumes, tu le mets en défaut par rapport à toute l'équipe, donc tu sais que le mec, il se relève pas derrière. Enfin, et c'était une mauvaise journée, ou enfin, t'as rien qui s'enchaîne comme il faut, etc. Mais ouais, on a fait une belle ouverture et ça, c'était chouette, quoi. Et donc là, premier mois, bon, les grèves se terminent, on se dit ok, c'est parti, allez, 2020, c'est l'année d'Amandine, tout va bien se passer, le resto prend, ça va être l'été, ça va être génial. Et sauf que là, on le sent pas arriver. Enfin, j'imagine qu'en février, tu te disais pas, bah oui, bien sûr, on va se prendre une année de confinement et tout ce genre de choses. Moi, ouais, on n'avait pas vu les choses venir. Moi, j'avais senti qu'il y avait un truc qui allait se passer quand même. En fait, pour la petite histoire, mon frère est marié avec une Chinoise qui vient de Wuhan. Ah. Et ils étaient partis passer le Nouvel An chinois à Wuhan. Donc mon frère s'est tapé un premier confinement là-bas. Il a été rapatrié par les avions. Donc il s'est tapé le camp de Carry-le-Roi, là, tu vois, où il s'est tapé la quarantaine en revenant en France. Puis après un troisième confinement. Donc si tu as besoin d'un spécialiste en France en confinement, je peux dire que lui s'en est tapé 4. Donc il est dispo, hein, si vous voulez, pour toutes vos conférences. Mais donc ouais, j'avais eu... si tu veux, j'avais entendu cette histoire et je me suis dit, ok, il y a un truc qui s'est passé là-bas quand même. Bon, ça sent pas forcément super bon, quoi. Mais je pensais pas que ça allait être aussi brutal. Si tu veux, moi, je me souviens très bien de ce service-là, du samedi mi-mars, où il y avait déjà une ambiance super chelou. Moi, je me souviens que je me disais, il va se passer un truc. Je pense qu'il va nous annoncer des trucs. Et j'étais pendue sur les infos, en fait. Ce début de service-là, j'étais sur les infos. Je me disais, il va se passer un truc et tout ça. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit annoncé à 20h pour une fermeture à minuit, oui. Si tu veux. Moi, j'avais dit à tout le monde, l'après-midi, j'avais pris tout le monde, toutes les équipes, j'avais dit, bon, les gars, là, on ne rentre plus rien, on fait hyper attention, je pense qu'on va nous annoncer des fermetures milieu de semaine prochaine, donc vraiment, on contrôle tout ce qu'on rentre en cam et tout ça. Et en fait, non, c'était pour le soir même. Un coup dans la gueule, quoi. Ouais. Et là, du coup, qu'est-ce que tu t'es dit, Amandine ? Donc, on a fermé le resto. Enfin, alors, nous, on était vraiment à pleine balle, en plus, tu vois, parce que à cette époque-là, c'est un resto qui est ouvert 7 sur 7. Hein, donc, c'est-à-dire qu'en général, tu fais rentrer le vendredi toute ta cam jusqu'au lundi. Ouais. Et puis, on avait des gros services à ce moment-là sur les dimanches midi et tout ça. Donc, on avait vraiment beaucoup de cam dans le resto. Et il a fallu, tu vois, vider un peu le resto, enfin, vider, mettre à l'arrêt, ranger, lessiver, etc. Donc ça a pris 2 jours. Et puis je me suis dit, bon, ok, profite-en, tiens, j'ai réussi à choper un seau de peinture
un gros seau de peinture blanche parce qu'elle est en récupérée chez un pote, machin, etc. Donc j'ai repeint chez moi et puis au bout de 2 jours, j'étais un peu en tournant en rond, je regardais le plafond et puis comme tout le monde, tu vois, tu fais des courses pour aller acheter à bouffer, quoi. Ouais. Et là, en fait, donc j'habite à Montmartre et je me dis mais en fait c'est pas possible. Et pourtant, tu vois, t'en as des primeurs, mais c'est que des trucs de Rungis, là, des grossistes, machin. Et y avait, à l'époque, il n'y avait pas de trucs en circuit court dans le coin. Et je me suis dit, mais en fait, ça m'emmerde. Moi, j'ai pas envie de bouffer comme ça, quoi. J'ai pas envie de manger des tomates qui viennent du Maroc. Donc, tu vas chez Torre d'Avenir ou tu vas chez Berry ou au bout du champ. Mais bon, t'en as pas forcément un partout en bas de chez toi, quoi. Et en fait, donc au resto, on travaille beaucoup avec des maraîchers en direct. Donc, tu vois, on s'est au téléphone 2 fois par semaine, en gros, pour organiser. Il y a 2 livraisons par semaine. Et c'est souvent des mecs que je connais depuis très longtemps. Et je me souviens d'une discussion avec un mec, avec Christophe, qui était en pleine saison d'asperges, tu sais, dans le sud, dans le Lot-et-Garonne. Et pour eux, la saison de l'asperge, c'est une grosse valeur, si tu veux. C'est un produit sur lequel il y a un vrai enjeu financier. Et s'ils loupent la saison de l'asperge, en gros, c'est un peu compliqué derrière, quoi. Et puis, c'est un produit hyper fragile que tu ne peux pas transformer. Enfin, en gros, tu le récoltes, tu le vends, ou sinon, c'est perdu, quoi. C'est merde. Et donc j'étais avec Christophe au téléphone et puis je sentais le mec, il me disait mais moi c'est une catastrophe, là tu te rends pas compte, j'avais je sais plus genre 800 kilos d'asperges dans le frigo, je vais être obligée de tout béner et puis là il y a tout le monde qui m'a annulé les commandes, je sais pas comment je vais faire, de toute façon là je suis en train de mettre je sais pas comment je vais faire, vraiment je suis là, je dois mettre la clé sous la... Et le mec, tu sentais qu'il avait vraiment les larmes au bord des yeux et moi je me dis mais attends, mais moi, en fait, j'habite à Paris. Moi, si tu me trouvais un moyen de les acheter, tes asperges, je serais la première à être hyper heureuse de pouvoir, tu vois, continuer à fonctionner comme ça. Et donc, tu sais, la nuit se passe et le lendemain matin, je me dis, mais attends, pourquoi je n'essaierais pas de faire un pont, en fait, entre, tu vois, ces mecs-là qui ont de la cam et qui savent pas, qui peuvent pas la vendre parce que tous les marchés étaient fermés, rappelle-toi. Et en même temps, les habitants de Paris, je suis pas la seule à avoir envie de manger autre chose que des tomates de chez Franprix, quoi. Je suis complètement d'accord. Et du coup, j'appelle PJ, je fais hey, tu sais, j'ai pensé à un truc, qu'est-ce que t'en penses si on vend des paniers de légumes? Et là, il me dit écoute, je sais pas, c'est quoi cette histoire? Écoute. Puis il me dit, il sent que j'ai un truc dans la tête, il me dit écoute, tu fais comme tu veux, tu fais ce que tu veux, voilà, bref. Donc j'essaye, je me dis ok, je vais essayer de trouver 3 trucs, tu vois. Donc il y avait mon boulanger qui faisait encore du pain, il y avait. Donc j'avais quelques bouteilles d'huile, des bouteilles de vin de la cave, et puis donc j'ai appelé un mec qui faisait des œufs, appelé un mec qui faisait des poireaux, et puis j'ai démarré comme ça. Et puis au final, ça a vraiment bien marché, et ça c'était cool, quoi. Moi, ça m'a permis de me structurer aussi sur le confinement, parce qu'on en parlait tout à l'heure. On a tellement pas l'habitude d'avoir du temps pour nous et d'avoir du temps devant nous que t'as un côté hyper angoissant en fait quand tu te retrouves avec un agenda blanc. C'est la panique, quoi. Vraiment, moi, c'est un truc qui me fait paniquer, si tu veux. Bah, je comprends bien. Bah, on le disait tout à l'heure, effectivement, ce truc d'un coup, allez, démerde-toi avec toi-même et puis regarde-toi dans le miroir. Et je ne peux que saluer cette initiative. Déjà, je trouve ça génial, la manière dont tu l'amènes, parce que c'est tellement plein de bon sens et ça devrait en éveiller certains sur le sujet du qu'est-ce que tu manges et d'où ça vient, de se dire tout simplement, toi tu as accès habituellement à ces produits, c'est des produits que tu vends dans ton restaurant parce que tu es fier de les travailler et tu sais derrière, tu sais le travail, ne serait-ce que la qualité nutritive et les amendements qu'on met dans la terre pour les cultiver, et juste de dire ça manque. Et en plus de ça, mes producteurs sont dans une situation extrêmement compliquée. Si je peux à la fois les aider, m'aidez-moi et permettre à des habitants de Paris de mieux manger. Enfin, bravo, non, c'était cool. Juste bravo, Amandine. Parce que non, mais il n'y a pas de bravo, mais moi, ça m'a fait plaisir. J'ai eu l'impression d'être utile, en fait. Ouais. Si tu veux, pour moi, ça a été important, cette question d'utilité. Je sers à quelque chose. Et puis en plus, tu vois, c'était hyper positif, en fait. Moi, je mettais la musique à fond. J'avais vraiment voulu faire un truc joli. Donc, tu vois, il n'y avait rien en plastique. Il y avait des petites fleurs. J'avais mis des fleurs. J'avais récupéré des trucs à droite à gauche, des gros paniers en osier.
J'avais envie de ça aussi, de ramener un peu d'esthétisme et de ramener un peu de plaisir, tu vois. Et finalement, je pense que les gens étaient sensibles à ça aussi parce qu'ils ils en avaient un peu marre de voir des gens un peu décérébrés qui te... Enfin, tu vois, je suis en train de tailler un vieux portrait là, de la grande distribution, mais ils avaient envie de contact aussi, ils avaient envie de quelqu'un qui soit avec le sourire. À l'époque, on ne portait pas les masques. D'avoir quelqu'un qui leur réponde avec un peu de légèreté, où on chantait, je racontais des blagues, les mecs qui venaient chercher une recette aussi. Et tu vois, ce côté lien social et encore une fois, le côté joyeux était hyper important et je le sentais. Tu avais des gens qui venaient quasiment tous les 2 jours acheter une botte de ciboulette. Oh merde, j'ai oublié ma botte de menthe. Tu vois, ça faisait vraiment... C'était un peu la sortie sociale, quoi. Parce que justement, moi, il y a 2 questions que j'ai envie de te poser. C'était qui tes clients? Bon, on sait qu'il y avait ce périmètre d'1 kilomètre. Est-ce que c'était des gens que tu voyais habituellement dans ton resto ou est-ce qu'au contraire, c'était une clientèle complètement différente? Alors moi, je les ai un peu découverts parce que peut-être qu'ils venaient... Certains venaient dans le resto, sauf que moi, le nez dans la casserole, si tu veux, je ne faisais pas forcément attention. Et des gens aussi qui n'avaient pas forcément eu l'occasion de venir au resto, mais qui se retrouvaient dans le quartier, à découvrir parfois un peu leur quartier aussi. Certaines personnes qui étaient déjà des cuisiniers assez avertis et d'autres complètement novices, complètement en panique à l'idée de faire un bœuf bourguignon. Il y avait tout, il y avait vraiment tout, tous les profils. Mais tous, ils avaient en commun l'envie de d'autres choses que du commerce alimentaire de base, quoi. Juste pour qu'on comprenne, donc pendant toute cette période de confinement, quand tu as mis en place le marché, est-ce que tu as fait revenir du staff à toi ou est-ce que tu as tout géré toute seule? Alors au début, j'étais vraiment toute seule, parce que je voulais pas assumer de faire revenir quelqu'un. Puis en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que je pouvais pas tout faire toute seule. Parce que mine de rien, de gérer tes appros, gérer tes commandes, de mettre les trucs en place, de gérer une caisse. Même la balance, enfin, tu vois, au début on a commencé, on avait juste la balance de pâtisserie, donc je pouvais peser jusqu'à 2 kilos, enfin, c'était la merde, bref, le bordel, quoi. Et après j'ai fait revenir une personne pour ça, mais on pouvait pas transformer, enfin, c'était pas possible de faire de la vente à emporter en plus de ça, c'était déjà hyper time consuming. Mais effectivement, en plus, je me rappelle très bien de cette période. Tu as été une des premières restauratrices parisiennes à mettre en place autre chose que ce que tu faisais habituellement avec ce marché. Et encore une fois, bravo. Et il me semble que pendant le premier confinement, tu as aussi participé à d'autres initiatives. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Effectivement, avec le collectif solidaire qui s'est monté avec des amis, on a fait à manger pour les hôpitaux. Alors, j'ai cuisiné au début, quand j'avais encore un petit peu de temps. Et puis, en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que j'étais en train de me cramer parce que je faisais les remontées de légumes de la cave, la commande, machin. Après, je triais les carottes et puis je démarrais un bouillon de carottes, je sais pas quoi. Enfin, bon, bref. Et je rentrais chez moi, il était minuit, j'étais claquée. Donc, après, j'ai un peu mis le frein là-dessus, mais je prêtais ma cuisine au collectif. Ouais. Donc, j'accueillais des gens qui venaient cuisiner et mettre en petits paquets là, pour partir sur les hôpitaux après derrière. C'est ce qui est génial. Et encore une fois, félicitations pour ça aussi. Merci à toi d'avoir participé à cette initiative-là. Financièrement, premier confinement, comment ça se passe du coup? De ce que je comprends, toute la partie administrative, RH, et donc du coup gestion du chômage partiel et tout ça, c'est côté Eleni, c'est ça? Ouais, c'est Greg et PJ qui gèrent ça. Ils ont monté une structure effectivement qui s'appelle Eleni, ce qui me permet à moi de me concentrer vraiment sur l'opérationnel. Donc, ce qui est vraiment mon métier en fait. Moi, je suis bonne là-dedans. Je suis bonne à transformer une carotte et à driver des équipes. En revanche, je suis une quiche à faire de la paperasse et à remplir des formulaires. Donc, ce qui est bien, c'est que on est hyper complémentaires. Il n'y a pas de bagarre là-dessus. Et c'est eux qui ont géré vraiment tout ça, les demandes de chômage partiel, les PGE, les machins, tout ça, ça a été... Donc, à ce moment-là, d'un point de vue trésorerie et disons santé financière au sens large, t'étais pas dans une situation... Enfin, ça allait, quoi, en gros. On a eu la chance de faire une très belle ouverture, ce qui nous a permis d'avoir un peu de trésor de côté et d'aborder le confinement de façon pas paniquée, on va dire.
serein serait un très gros mot, on va dire. Mais ouais, ça nous a pas paru. On n'était pas dans l'urgence, si tu veux, d'en faire rentrer du cash. Et puis l'idée du marché, c'était pas non plus de faire quelque chose de rentable. C'était garantir une continuité pour les maraîchers, et puis aussi de continuer à être un peu ce point social du quartier. Voilà. Aujourd'hui, on sait qu'on n'est pas en danger financièrement. En revanche, comme toutes les entreprises aujourd'hui dans la restauration et dans l'événementiel, on est tout à fait conscient qu'on ne va pas réouvrir demain, et on ne va pas réouvrir demain avec nos capacités à 100%. Donc je t'avoue que on n'est quand même pas... Oui, alors quand je te disais ça... C'est pas la bamboche, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? La bamboche, c'est terminé. Ok, effectivement, là je te rejoins complètement. On arrive du coup à la fin du premier confinement, on nous annonce une réouverture adaptée avec une nouvelle réglementation sanitaire, plein de process à mettre en place, surtout dans les restos. Enfin, c'est là où il y a eu les recommandations les plus, on peut le dire, les plus reloues d'un point de vue opérationnel. Comment se passe cette période-là ? Déjà, est-ce que tu décides de réouvrir ? Ouais, on a réouvert assez rapidement. Avec ce qui nous a... là, franchement, le point hyper positif de cette réouverture, c'est quand ils ont annoncé les possibilités de terrasse. Ouais. Même si nous, on n'est pas les plus chanceux, on va dire, dans ce truc-là, parce qu'on n'a pas... la config n'est pas idéale. En fait, on a un trottoir large, mais qui est de l'autre côté de la rue. Donc, ça veut dire qu'il faut traverser, à chaque fois qu'on va servir une table, on traverse une rue, qui est un sens unique, heureusement. Si c'était un double sens, on ne l'aurait pas fait. Ouais. Donc ça, c'était quand même cool. Et puis, on a eu la chance d'avoir la météo avec nous aussi sur le début de l'été. Mais ouais, c'était bizarre, quoi. Et tous les 15 jours, en gros, on sortait un nouveau truc. Enfin, depuis le mois de mars, en fait, c'est ça. C'est tous les 15 jours, il faut remettre tout sur la table, redistribuer les cartes, réfléchir à ce que tu fais, etc., etc. Réfléchir, réamorcer, communiquer aussi avec tes clients. Réinventer ton offre, organiser l'équipe, etc., etc. Donc ça, c'est voilà. Donc là, réouverture. Vous mettez en place la terrasse. Ouais. Comment ça se passe dans ton offre ? Est-ce que tu décides de faire la même chose que d'habitude ? On a gardé exactement la même chose. Moi, je voulais pas qu'on... En fait, les gens venaient au restaurant. Donc, je trouve qu'il fallait garder la même ambiance, la même... voilà, ce pourquoi les gens venaient avant, il n'y a pas de raison, ils revenaient aussi pour ça. Donc, on a gardé la même offre. En se réorganisant, nous, au niveau de l'équipe, par rapport aux gestes, etc. Ouais. etc. On n'avait pas de carte écrite, on n'a pas de menu, si tu veux, à proprement parler. Donc ça nous a pas... Voilà, on n'avait rien à changer là-dessus. On continuait à travailler exclusivement à la voix comme on le faisait au début. Voilà, après, ça a été juste d'acheter les watts millilitres de gel hydroalcoolique, le distributeur, les machins, les masques, etc., etc. Mais bon, voilà, ça, c'est des détails. On a réorganisé les tables et puis en gros les tables qu'on a perdues à l'intérieur on les a mis en terrasse. Donc voilà, après c'est des questions d'organisation qui sont pas toujours évidentes parce que comme le restaurant a 2 salles, on pouvait pas gérer 2. Enfin, si tu veux, à chaque fois que tu as une salle, tu es obligé d'avoir une équipe dédiée, donc ça veut dire que tu es obligé de réorganiser. Tu peux pas ouvrir en même temps tes 2 salles et ta terrasse, donc faut tu vas bien gérer tes tables et tes rotations. Mais bon, écoute, au final c'était plutôt correct, même si l'été était assez bancal à Paris. Je trouve que les Parisiens n'étaient vraiment pas là. On a senti qu'il y avait une population qui manquait, quoi. C'était un peu déserté. Mais bon, écoute, on était quand même contents de voir vivre le lieu. Les équipes étaient contentes de se retrouver aussi. Et puis on a vu certaines têtes du marché revenir pour manger. Pour manger les carottes, mais différemment. Donc ça, c'était assez drôle, quoi. C'était plutôt positif. C'est vrai que c'est plaisant. Rappelons-le, tu as une équipe d'une douzaine de personnes, donc ça, tu vois, ça commence à faire un peu de monde. J'imagine qu'entre la gestion des emplois du temps, avec adapter le temps de travail de tout le monde, effectivement, l'adaptation aux normes sanitaires, plus l'organisation opérationnelle qui change, sachant que tu avais déjà eu un premier confinement qui était plutôt chargé en termes d'emploi du temps, tu t'es pas senti à un moment épuisé ou sur les rotules ? Si. Déjà, première réouverture, donc, après le confinement, j'ai senti que c'était...
Enfin, j'avais pas arrêté. En fait, j'avais bossé 6 sur 7 là, pendant tout le premier confinement, avec des journées un peu physiques et demandant au niveau du moral, si tu veux. C'est quand même, voilà, on encaisse quand même. Et de remettre le restaurant en route, c'était pas évident. Je trouve que ça demande beaucoup d'énergie, de toute façon, d'ouvrir un restaurant, de récupérer les équipes, de remettre tout le monde au travail. Tu vois, c'était fatigant. Et je pense que tu en arrives au deuxième confinement. Et effectivement, deuxième confinement, moi, j'ai vraiment fait on a vraiment beaucoup réfléchi. Moi, j'ai imaginé toutes les possibilités possibles et j'en suis arrivée à la conclusion que de fermer, c'était la meilleure solution parce que j'étais épuisée de toutes ces rebondissements depuis le mois de mars. Et puis, j'imaginais pas faire une vente à emporter. Faire des burgers, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est pas. Je trouve que c'est pas nous. Il y a déjà plein de gens qui le font, certains très très bien d'ailleurs. Donc on n'avait pas vocation, on n'avait pas légitimité à faire ça. Et je trouve que c'était bien aussi au bout d'un moment de se dire ok, on arrête. On va faire autre chose, on va se reposer, on va prendre le temps, on va prendre un peu de recul et puis voilà. Et on reviendra pleine balle quand il sera possible de revenir. Mais c'est vachement important parce que, on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, la décision de réouvrir ou de ne pas réouvrir, de s'adapter et de proposer autre chose quand on est un restaurant que moi j'appelle traditionnel, et par traditionnel, c'est service à table. Ouais. Elle est difficile à prendre pour plein de raisons, mais après il y a aussi effectivement est-ce qu'on en a envie, est-ce qu'on en est capable, est-ce que ça a du sens, et est-ce qu'on a vraiment envie de se lancer, est-ce qu'on a vraiment envie de se lancer là-dedans, et surtout pour faire quoi? Tu parles d'une cuisine, de ce que je comprends, il n'y a pas de carte, le menu, en tout cas l'offre change, tu travailles au gré des saisons. Effectivement, compliqué de mettre en place une nouvelle offre. Et en plus de ça, tu l'as dit, réouvrir son restaurant, ça demande beaucoup d'énergie. Et je pense que, comme moi, tu as eu discuté avec des mecs qui sont mis à faire de la vente à emporter. Pour un restaurateur classique, c'est exactement comme une réouverture. Parce que ça demande encore plus d'énergie. Voire même plus. Voilà. Ouais. Il me semble qu'il y avait un élément qui était important pour toi aussi, c'était le packaging. Le fait que, par packaging, j'entends expérience. Dans le sens où, aujourd'hui, quand tu as créé Pouliche, tu penses une expérience dans le resto. Ouais. Est-ce que le fait qu'en faisant de la livraison, ça, tu puisses plus du tout le garantir, c'est aussi une raison qui t'a fait fermer? Il y a plein de choses. Il y a, effectivement, moi, j'avais pas envie de faire entrée plat dessert dans des boîtes en carton comme ça pouvait être le plus facile et le plus évident à faire, si tu veux. Moi, quand j'ai imaginé le restaurant, j'avais envie qu'il y ait des surprises, qu'on ne t'annonce pas tout, que tu aies l'impression d'avoir des petits goodies, des petits plus, des petits machins, tu vois, que ce soit... que tu aies cette multitude, tu vois, cette pluralité dans le truc. Et en vente à emporter, c'est difficile à transparaître, à transposer. Donc, on a imaginé une offre. J'ai fait une offre qui va dans ce sens-là, où c'est plus un panier, si tu veux, où tu as plein de choses dedans, où tu découvres un peu, tu as ce côté un peu... presque un peu calendrier de l'Avent, tu vois, tu ouvres un truc, tu découvres que derrière, il y a encore un autre truc, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans, etc. Sauf que ça prend énormément de temps. Donc ça, c'est une offre que je garde vraiment en B2B, qu'on développe uniquement sur des OP de com pour des marques ou des choses comme ça, donc qui n'est même pas dans l'activité du restaurant, si tu veux. Mais je trouve que c'est extrêmement compliqué d'arriver à transposer ton univers, ta philosophie, ta sensibilité dans une nourriture qui va être après déplacée, enlevée de l'atmosphère, enlevée du service, enlevée de la façon dont tu vas te l'amener. Tu as aussi toute la question de la réchauffe qui est pas évidente non plus parce que tu la maîtrises pas, ouais. même si tu mets des guidelines et tout ce que tu veux, tu sais jamais. Enfin, un micro-ondes A, micro-ondes B, ça chauffe jamais de la même façon. Pareil avec les fours, pareil avec les inductions. Donc c'est difficile d'avoir quelque chose qui soit fidèle à ce que tu as en tête. Et puis moi, déjà au restaurant, on a une machine sous vide, on se sert un tout petit peu de sous vide pour quelques petits détails. Mais à chaque fois, je suis en train de dire à mes équipes, ça sert à rien de mettre sous vide un truc comme ça. On va s'en servir. Vous êtes en train de faire la mise en place, ça va partir dans la journée. Vous êtes en train de le mettre sous vide, ça sert à rien. C'est du plastique qu'on met à la poubelle. En plus, ça coûte cher. Ça sert à rien. Et quand je vois tous les emballages de take-away dans tous les sens, avec les plastiques, les sacs sous vide, des trucs, même si on fait des efforts et on utilise au maximum des choses recyclées et recyclables, ça me dégoûte, quoi. Tu vois, tous ces trucs, c'est comme tous les masques jetables. Franchement, c'est des trucs, ça me dégoûte. Ouais.
Et malheureusement, aujourd'hui, si tu veux sortir de tous ces trucs jetables, c'est extrêmement compliqué. Tu as les contenants en verre, sauf que ça coûte extrêmement cher, c'est très lourd. En plus, tu risques toujours de casser, d'avoir des débris, etc. etc. Donc c'est assez compliqué, quoi. Tout ça est assez complexe, quoi. Aujourd'hui, Amandine, on est pendant le 2e confinement. On espère qu'il est bientôt terminé. J'y crois pas trop, mais bon. Espérons. Touchons du bois, juste là. Comment tu te sens ? Tu es dans quel état d'esprit là ? Écoute, moi je suis partie à la campagne, j'ai loué une maison dans le Perche, donc j'ai fait le choix de partir. En fait, je ne pouvais pas imaginer... Ça a été très douloureux en fait de fermer le restaurant là. Pour ne rien te cacher, dernier service, je me suis pris un peu une bonne murge et j'ai passé la nuit à chialer. Enfin, pour moi c'était renoncer, c'était baisser les bras, c'était tout l'inverse en fait. Tu vois, ce restaurant, je me suis battue pour, j'ai mis mes tripes, j'ai mis mon temps, et de le fermer, je l'ai un peu vécu comme un échec en fait. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Enfin, tu vois, on est de façon générale, tous les cuisiniers, on est quand même hyper investis dans nos business. Je connais pas un chef qui soit un branleur. Personnellement. Donc ouais, c'était douloureux. Et j'ai pas voulu rester à Paris pour plein de raisons. Donc j'ai vraiment fait le choix de partir à la campagne, de me reposer, de faire des feux de cheminée, de faire des bouffes tranquilles. Et du coup, j'ai embrayé sur le projet d'un bouquin que j'ai commencé gentiment. Écoute, je fais les choses différemment. Ça ne m'empêche pas d'avoir plein d'envies et plein de projets qui sont en train de se dessiner petit à petit. Voilà. En tout cas, on te le souhaite. Trop cool cette idée de bouquin. Je suis sûr que ça sera super intéressant. Ok, j'espère vraiment que les choses vont aller vers le mieux pour toi et pour tous les restaurateurs finalement. On arrive gentiment mais sûrement à la fin de cette interview. Avant qu'on termine l'interview, j'ai 2 questions à te poser. La première question, celle que l'on pose à tous les intervenants de Tomorrow Food. Si 2020 était un plat, ça serait quoi pour toi ? Je pense que ça serait un truc archi pimenté qui a du mal à passer, tu sais. Tu te dis putain, merde, c'est pas encore fini le truc. Tu vois, et puis t'as des petites remontées. Et tu sens que ça te brûle et tu sens que ça va te faire mal encore le lendemain, tu vois. Exceptionnel. Mais c'est toujours là. Ok, on retient un plat très très pimenté. Et enfin, la dernière question que l'on pose également aussi à tout le monde, c'est si on avait pu avoir une 3e personne avec nous aujourd'hui, peu importe l'époque, peu importe les frontières, t'aurais aimé avoir qui pour discuter lors de cette émission ? Tu sais, c'est un peu la question qu'on te pose, mais t'aimerais qui avoir à ta table si tu pouvais dîner avec nous ? Je sais pas. Steve McQueen pour avoir la coolitude absolue. Magnifique, putain, j'avoue que ça aurait été... je pense que j'aurais pas parlé. Je pense qu'en plus, ça doit être un drôle de mec. Enfin, je pense qu'il doit avoir tellement de trucs à raconter sur sa vie, sur tous les voyages qu'il a fait, les gens qu'il a rencontrés et tout. On retient Steve McQueen. Écoute, merci beaucoup. Et puis en plus, comme ça, je me rincer l'œil, tu vois. Si tu veux, on te l'aurait mis on un peu aurait sur un bien podium. monté le chauffage. Exceptionnel. Merci beaucoup, Amandine, en tout cas, pour être venue avec nous sur le plateau de Tomorrow Food. Bien du courage pour la suite. J'espère que ton bouquin, ça va être de la frappe. J'en doute pas une seule seconde. Et à très vite chez Pouliche. Ouais, avec plaisir. À bientôt. Merci. Ciao. Ciao, merci.